Bonjour à tous, je suis Émilie, la fondatrice et CEO de My Job Glassing. Je suis ravie de vous avoir avec nous pour ce nouvel épisode de notre série de webinaires à la découverte du service de santé des armées. Alors déjà, pour être sûr que vous m'entendez bien, je vais vous inviter à utiliser le chat en bas à droite et à m'écrire un petit bonjour. Bonjour Anise. Salut Ronnie, salut Jules. Bonjour Hugo, bonjour Daniel, bonjour Mélina. Hello Joanne, bonjour Anna. Astrid, Victoire, bon, bah vous êtes nombreux encore une fois. Beaucoup de filles, je vois, c'est cool. Nathalie, ravie de vous avoir avec nous pour vous faire découvrir cette fois-ci un nouveau métier au sein du service de santé des armées. Alors, dans quelques instants, notre invité va me rejoindre et on va faire un petit point sur son parcours jusqu'à aujourd'hui. Et vous savez que pendant la deuxième partie de ce webinaire, ça va être à vous de jouer. Donc, comment vous pouvez faire? Vous allez dans l'onglet questions qui est juste à côté de l'onglet chat que vous venez d'utiliser pour me dire bonjour. Et vous me dites qui vous êtes. Donc, votre prénom, votre âge, l'établissement scolaire dans lequel vous êtes ou la formation que vous suivez, suivi d'autres questions. Comme ça me permet de donner un peu de contexte à notre invité. Je vous invite aussi à aller voter pour ces questions pour que je puisse trouver les questions qui vous intéressent le plus et être sûr de les poser. Voilà. Sans plus tarder, je vais inviter notre invité, Eric, qui est technicien biomédical au sein du SSA, le service de santé des armées, à me rejoindre sur scène, comme on dit. Donc, quelques instants, vous allez le voir apparaître à mes côtés et en apprendre plus sur son métier et sur le service de santé des armées. Bonjour Eric. Bonjour. Vous allez bien? Bonjour. Oui, très bien, merci. Ravi de vous avoir avec nous. Merci de nous accorder une heure de votre temps pour mieux nous faire comprendre votre métier, nous parler du service de santé des armées et de qu'est-ce que fait un technicien biomédical. Parce que moi, je dois dire qu'avant d'avoir préparé cet épisode avec Eric, je ne connaissais absolument pas ce métier et vous allez voir que c'est un métier hyper intéressant et dont on a besoin. Alors, Eric, si vous êtes familier de nos webinaires, vous savez qu'on a une petite coutume au départ, c'est qu'on commence par la carte d'identité de notre invité. Du coup, je vais vous poser quelques questions sur lesquelles il va falloir me répondre assez rapidement pour en apprendre un petit peu plus sur vous avant de rentrer un petit peu plus dans votre carrière et votre parcours. Est-ce que je peux vous demander votre grade? Oui, je suis major. Parfait. Est-ce que je peux vous demander votre âge? Oui, j'ai 50 ans. Et vous êtes vous êtes au SSA, au service de santé des armées, depuis quand? Depuis 1992. Votre meilleur souvenir pour l'instant. Votre meilleur service au sein du service de santé des armées, ce serait quoi, s'il fallait en trouver qu'un? Le meilleur souvenir, c'était ma première mission en fait en Polynésie française. Donc, au tout début de ma carrière, en fait, j'ai eu la chance de pouvoir partir du côté de Tahiti. Bon, c'était plutôt sur l'atoll de Mururoa, mais pour faire un métier de technicien, pas forcément technicien biomédical, mais c'était au tout début de ma carrière. Donc, j'ai eu la chance de partir là-bas très tôt. Donc, c'est un très, très beau souvenir. J'ai pu fêter de mes 20 ans là-bas. Donc, voilà, c'était vraiment top. Génial, vous allez nous expliquer ça en plus de détails tout à l'heure. S'il y avait un gros challenge auquel vous avez dû faire face, que vous pouvez partager avec nous, ce serait quoi? Alors, c'est pas forcément professionnellement, enfin, pas au niveau en tant que technicien médical, on verra après dans mon parcours, mais je me suis engagé donc assez jeune. Et voilà, c'était effectivement pouvoir être parti, quitter un peu la famille, le cocon familial, mon frère également, qui était un peu difficile. Après, bon, des challenges aussi au niveau, en tant que technicien biomédical, où il y en a eu quand même pas mal, comme travailler au sein d'un bloc opératoire pendant une intervention, par exemple, pour dépanner du matériel. Enfin, on verra ça plus en détail s'il faut. Super. Voilà, c'est des choses intéressantes à faire. Et qu'est-ce qui vous a donné envie de vous engager dans l'armée? Vous aviez des parents dans l'armée? Vous avez lu un livre qui vous a inspiré? Vous avez vu un film particulier? Non, Comment j'avais vous mon êtes grand-père rentré qui dans était les armées? mon grand-père qui était en gendarmerie en fait, qui me racontait un petit peu toutes ces histoires. Donc, il a fait la guerre d'Indochine, il a fait des enquêtes, tout ça. Donc, tout jeune, dès l'âge de 12 ans à peu près, je voulais faire gendarme. Donc,
c'est devenu très tôt. Et après, bon, effectivement, quand j'ai commencé à m'enseigner, ou mes parents ont commencé à se renseigner, sur ce qui était possible de faire, quand les parents ne sont pas du tout de ce milieu-là ou pas fonctionnaires. Donc, la solution, c'était d'entrer dans une école militaire, en fait, pour pouvoir s'engager, plutôt que le service militaire comme on faisait à l'époque. Donc, vous rejoignez les armées, vous avez quel âge? Vous avez 16 ans? 16 ans, tout à fait, c'est ça. Donc j'ai fait l'école militaire, donc je voulais la gendarmerie, mais c'était pas faisable en l'état, donc on m'a plutôt conseillé l'armée de terre, et donc du coup je me suis dirigé vers l'école d'histoire. Donc cette école a fermé, il existe des équivalents aujourd'hui. Donc l'école d'histoire pour devenir technicien de l'armée de terre. Donc en fait au départ, je voulais faire technicien, j'étais plutôt dans une filière scolaire en électronique par exemple. Donc j'ai poursuivi dans cette voie au sein de l'école de la NTSOA, c'était comme ça à Issoire, pour faire technicien de l'armée de terre. Et donc, du coup, rien à voir avec le service de santé des armées au départ. Rien du tout, non, le service de santé des armées, du coup. Voilà, donc en fait, voilà, il y a 3 ans de formation. Pendant les 2 premières années où j'ai fait ma première et ma terminale électronique, j'ai passé mon bac, donc c'était à Clermont-Ferrand à l'époque. La dernière année d'école, donc c'était 3 ans d'école d'histoire, où on sortait avec un grade de sergent. Sur cette école-là, on fait une formation plutôt militaire, toute l'instruction, toute une formation militaire, et à partir de là, suivant le classement, on choisissait l'arme dans laquelle on voulait aller. Donc moi, je me prédestinais peut-être plutôt dans la LAT, au niveau donc c'est l'aviation légère de l'armée de terre, donc de faire la maintenance sur les hélicoptères. Et mon chef de section d'époque, avant cette amphi où on fait le choix de l'arme où on veut servir, m'a dit bon, écoute, j'ai un scoop entre guillemets, voilà, il y a un poste dans le service de santé, il y a une possibilité, tu ne quitteras pas le fer à souder, toi qui vas, voilà, j'étais pas un électronicien. Donc voilà, j'ai dit bon, oui, pourquoi pas, je connais pas ces spécialités-là. Il y avait quand même très très peu de postes dans cette école. On sortait à peu près à 400. Et là, il n'y avait qu'un seul poste pour 400. Voilà, donc c'était assez filtré, mais bon, c'était au gré des membres du service de santé à l'époque. C'est à partir de là où je suis arrivé dans le service de santé des armées. Donc, armée de terre au service de santé. Donc, armée de terre, au départ, plutôt partir sur des avions et l'aviation légère de l'armée de terre. Oui, et puis, une opportunité qui se place devant vous, l'opportunité d'aller au sein du service de santé des armées. Vous savez pas trop ce qui vous attend et concrètement ce que c'est, mais vous vous laissez porter parce qu'il y a une place et que vous avez la chance de pouvoir choisir et de pouvoir prendre cette place-là. C'est ça, tout à fait. D'ailleurs, mon arrivée au service de santé, moi je me rappelle encore, c'était un capitaine qui m'avait reçu. Et bon, il m'a demandé pourquoi j'avais choisi le service de santé des armées. C'est une très bonne question. Et puis j'ai dit, bah, écoutez, voilà, mon domaine c'était l'électronique. Et puis on m'avait dit que je n'avais pas quitté le fer à souder. Et il m'avait répondu, bah oui, c'est vrai, c'était vrai peut-être une vingtaine d'années. Aujourd'hui, on touche un petit peu dans tout milieu. Vous allez faire de l'hydraulique, un petit peu de mécanique, de l'électrotechnique. Et d'ailleurs, pour commencer, j'ai commencé à travailler sur des remorques techniques. Donc des remorques douches, des remorques de buanderie, pour faire le lave-ménage de hospitalier, tout ça. Donc c'était vraiment pas du tout l'électronique. Donc je sais pas si c'était un petit bizutage à l'époque, mais j'ai commencé dans un domaine un petit peu différent avant d'apprendre mon métier. Ok. Vous arrivez au service de santé des armées, vous ne savez pas exactement comment ça va se passer, ni quel est le contenu du métier. Qu'est-ce que vous découvrez et qu'est-ce que vous comprenez? Déjà par le statut militaire, avec les formations à cette époque-là, donc j'étais titulaire de diplôme de premier degré, et avant de pouvoir passer un diplôme du second degré, il fallait passer 3 ans, fallait le temps s'écoule de 3 ans pour obtenir un premier diplôme du second degré. Pendant ces 3 ans, on était donc placés dans différents ateliers électroniques, donc les remorques techniques pour moi, j'ai fait l'électronique biomédicale, donc en fait on apprenait un petit peu le métier sur le tas, dans des domaines assez spécifiques, pour faire un peu d'apprentissage avant de faire cette formation qui va durer ensuite 10 mois, où on apprend vraiment tous les milieux de ce métier. Donc là, c'était un métier de maintenance, et je ne connaissais pas encore tous les domaines que j'ai découvert un petit peu petit à petit. Et donc ça se faisait sur donc là, c'est encore le cas aujourd'hui, pour faire une relation avec ce qui se passe aujourd'hui. La formation de 10 mois sur la maintenance et des différents milieux qu'on va entretenir, en fait, les différents domaines, ça se fait toujours sur Orléans. Ok. Comment ça se passe et à l'issue, qu'est-ce que vous faites? Ça se passe très bien et donc ça se passe très bien, effectivement. Moi, j'ai commencé sur cet atelier de remorque où, effectivement, c'était pas forcément très intéressant à l'origine, mais bon, voilà, j'ai fait un peu de plomberie, pour parler un peu
plus vulgairement, hein. C'était un peu ça. Mais oui, ça rentre dans le métier, on doit être capable de faire pas mal de choses. Et moi, voilà, j'ai eu l'opportunité, comme je le disais sur la présentation, de pouvoir partir en Polynésie. Un de mes prédécesseurs n'a pas pu faire cette mission. Et donc, je suis parti 4 mois au service de protection radiologique des armées à Percy, donc du côté de Paris, pour apprendre la maintenance de tout ce qui est équipement de laboratoire, et notamment l'étalonnage de machines de comptage, des alphas, des gammas, enfin bref, pour pouvoir partir sur Mururoa, donc l'atoll de Mururoa. On faisait encore à l'époque, enfin, ça se finissait quand je suis arrivé, les essais, enfin, les tirs nucléaires, en fait, voilà, tout ça. Donc j'ai appris une nouvelle branche, c'était une nouvelle corde à mon arc, d'étalonner ce type d'appareil, de laboratoire, alors que je n'étais pas encore technicien biomédical. Je commençais ma formation et bon, j'ai dû l'arrêter pour partir. À l'époque, c'était 12 mois sur Mururoa. Donc c'était mon premier départ, mon premier vol en avion, première mission. Donc voilà, c'était plein de découvertes et c'est pour ça que ça reste un bon souvenir où là j'ai pu découvrir d'autres corps d'armée, l'armée de l'air, la marine, d'avoir une fréquence de travail qui est un petit peu différente. À l'étranger, ça se passe toujours un petit peu comme ça. Donc voilà, c'était vraiment des nouvelles méthodes de travail, un nouvel univers, un nouvel environnement. J'ai découvert aussi parce que sur place, il y avait un petit bloc opératoire et une réanimation. Donc j'ai pu voir un petit peu le contexte où j'allais évoluer plus tard. Et la maintenance de ces matériels-là, c'était quelqu'un qui venait de Tahiti, qui était comme moi, un plus ancien, qui travaillait au profit de l'hôpital qui était sur place à l'époque, et qui venait faire la maintenance. Donc, je n'ai pu le rencontrer, mais j'étais dans un domaine un petit peu ailleurs, toujours service de santé, mais c'est vrai que je ne faisais pas encore mon métier de technicien biomédical. Et donc là, vous êtes resté combien de temps dans ce poste? Là, j'ai fait 12 mois. L'affectation, c'était 12 mois. J'ai pu faire une 13e année parce que je faisais partie d'une équipe de triathlon avec la Légion étrangère qui était sur place. Donc, j'étais dans leur groupe et donc j'ai pu faire un mois de plus parce qu'il y avait une compétition qui devait se passer au moment où je devais initialement rentrer. Donc, ça avait pas grappillé un petit mois de plus, j'étais content. Mais voilà. Donc à partir de là, moi je suis revenu sur le CNSSA à Orléans. Où donc à l'issue de ça, j'ai fait ma formation technique, donc la formation qui dure 10 mois, pour justement apprendre ce métier de technicien biomédical. Donc on n'a pas encore précisé. Donc, Exactement, c'est ce que j'allais vous dire. Concrètement, il fait quoi le technicien biomédical? Il est en charge de quoi? Voilà, donc en fait, il est un technicien comme son nom l'indique, il fait de la technique, donc on va faire de la maintenance, soit préventive, donc en amont, hein. Donc on soutient différents matériels qui va du petit matériel d'infirmerie, donc un moniteur de surveillance, ça peut être des pèse-personnes, voilà, il y a pas mal de choses, jusqu'au matériel de bloc opératoire, de réanimation, des cabinets dentaires également, de la radiologie. On a également des appareils qui sont embarqués comme ça, comme des scanners, de la stérilisation également. On s'appelle vraiment sur différents domaines qui sont tous rattachés à l'emploi qu'on peut en faire dans une structure hospitalière. Donc, le but du jeu, là, c'est que on fait la maintenance préventive et parfois effectivement du dépannage quand il y a lieu, donc maintenance corrective. Donc préventif, pour expliquer, c'est un espèce de contrôle technique. C'est alors que vous avez un problème, une fois par an ou sur un timing donné, vous allez vérifier que l'ensemble des appareils que vont utiliser les professionnels du service de santé des armées dans le cadre de leurs fonctions fonctionnent bien, correctement. Oui, vous faites des espèces de révisions, on va dire. Ce sont des révisions, des étalonnages. En fait, le fabricant d'un appareil garantit son matériel pour fonctionner dans telle et telle plage, mesurer telle et telle chose sur le patient. Et nous, on vérifie que ces données soient toujours correctes, que l'appareil est toujours prêt à fonctionner tel que le fournisseur l'avait fabriqué. Si effectivement il est en dehors de ces paramètres-là, on peut procéder à des réglages ou faire des réparations, un peu comme pour un véhicule qu'on amène au contrôle technique. De manière régulière, on fait réviser, on fait contrôler son matériel, il répond à certains points ou pas. Si ça ne va pas, on l'amène chez le garagiste, chez le technicien pour nous, pour réparer le matériel, pour faire une analogie en fait avec le monde de la voiture qui est un peu plus simple. Et de temps en temps, oui. Vous avez aussi, vous intervenez aussi quand il y a un problème. C'est-à-dire quelqu'un essaye de se servir d'un appareil qui ne fonctionne pas, et donc du coup on appelle Eric un peu au secours pour venir. Alors, tout à fait. Donc là, dans le service de santé, on distingue un petit peu ce qu'il y a des gens qui sont en hôpitaux, en fait, en hôpitaux, en infrastructure, et les gens qui sont ce qu'on appelle dans le ravitaillement médical. Donc, ce sont des établissements qui sont un petit peu partout en France pour dépanner une certaine région en France. Et donc là, on soutient des services médicaux, des infirmeries, pour parler simplement. Et oui,
en effet, quand ils ont des problèmes d'utilisation, s'ils ont des soucis, ils appellent leur atelier de rattachement pour avoir des informations. Donc, c'est qu'on a un rôle également de formateur, même quand on passe au sein des unités pour faire nos révisions. On vient là effectivement faire la maintenance, mais on vient aussi expliquer pour les matériels qui sont nouveaux, qu'on a mis récemment en place, ou des choses qui, dans leur parcours professionnel, ils ont peut-être vu, peut-être un peu rapidement, ils n'ont pas travaillé sur ces structures-là. Donc, on a un rôle de conseil également, tout à fait. Et c'est quoi la plus grosse panne que vous ayez eu à gérer? Si on peut. Alors, Je ne sais pas si panne, mais en tout c'est. cas problème sur lequel vous avez dû intervenir. Est-ce que vous pouvez nous contextualiser un peu Alors, enfin, des pannes, ça dépend en fait. La criticité d'une panne vient surtout sur le domaine pour lequel le matériel est employé. Je veux dire, si c'est un thermomètre tympanique, il est en panne, c'est pas trop gênant. On ne prend pas la température, on trouvera autre chose. Si c'était un scanner, c'est un peu plus gravissime. Mhm. Et oui, dans mon cas, le plus gros souvenir comme ça de gros dépannage qui m'a demandé oui, pas mal de ressources et de travail dessus. Donc, c'était lorsque j'étais en mission en Jordanie, quand on a monté un camp de réfugiés. Enfin, le service de santé a monté un camp pas de réfugiés, un camp pour soigner les réfugiés syriens. Donc, on était donc aux abords de ce camp qui se montait donc en Jordanie. Mhm. C'était la première fois effectivement que le service santé était en position centrale en fait d'une mission, comme une mission humanitaire, et les autres armées ou corps d'armée étaient là pour nous faire notre soutien. Habituellement, le service de santé est là pour soutenir les hommes sur le terrain. Et donc, bref, pendant une nuit, enfin, il était 3h30 du matin, on est venu chercher dans la tente, parce qu'on logeait sous tente, pour dire, voilà, bon, il y a la banque de sang à côté du bloc opératoire qui avait disjoncté, qui ne fonctionnait plus. Donc, je me suis levé pour cette banque de sang qui effectivement ne fonctionnait plus, elle ne s'allumait plus, un problème d'alimentation. Et n'entendant pas trop de bruit dans cette tente où il y avait un bloc opératoire, une réanimation, même s'il n'y a pas d'acte chirurgical pendant la nuit, je vais demander à l'infirmier qui était sur place, j'ai dit, fais-moi un peu de point sur le matériel, parce que j'ai l'impression qu'il y a d'autres choses. Et effectivement, il y avait un souci avec l'électricité sur un groupe électrogène qui avait mis donc en dysfonctionnement une douzaine d'appareils pendant la nuit. Ah oui. Or, le lendemain, il devait y avoir des blocs opératoires, notamment pour un accouchement, pour une dame d'une réfugiée. Donc, j'ai travaillé donc, de 3h30 jusqu'à plus de midi en continu pour prendre les appareils. Alors, certaines fois, les pannes étaient assez simples, un fusible à remplacer. Pour le d'autres, c'était vraiment des réparations à faire ou avec 2 appareils, pouvoir en faire un, pour pouvoir retrouver la capacité en fait opérationnelle de cette structure santé qui était sur place. Donc là où c'était un gros challenge à l'époque. Et puis, on se sent utile. On dit, bon, Oui. effectivement, on est là pour ça, mais c'est vrai que on a un rôle derrière, il y a des patients qui attendent, c'est pas juste comme dans un garage où on pourrait empiler des voitures en disant voilà, je pas la voiture et puis elle ira en vente ensuite. Là, il y a des personnes qui seront branchées sur certains appareils, on fera des diagnostics avec, donc c'est important. Et là, pour le coup, vous étiez seul dans le cadre Tout à de fait. cet OPEX. Est-ce que vous êtes souvent seul, en fait? Et donc, du coup, vous devez être un peu la personne qui sait tout réparer d'une certaine manière. Oui, c'est ça. Donc, c'est le service de santé à miser là-dessus. Donc, c'est pour ça qu'on a une formation qui est assez vaste. On connaît pas mal de choses, différents secteurs, et le but du jeu pour une structure hospitalière, donc comprenant un bloc opératoire, une réanimation, hospitalisation, une certaine dimension, il y a besoin d'un seul technicien permettant de faire la visite de tous ces matériels-là, également la réparation. Pour des structures un petit peu plus lourdes, comme c'était le cas en ex-Yougoslavie, on avait des structures qui étaient dans des modules, comme dans des chétères ou des conteneurs qu'on voit sur les camions. Donc, dedans, on avait un petit bloc opératoire, une réanimation, du dentaire. Donc là, la partie module, avec des climatiseurs, la gestion d'électricité, des fois, on était à 2 techniciens. Donc, un technicien qui travaillait en théorie pour la partie module et l'autre qui travaillait pour ce qu'il y avait à l'intérieur. Sur le papier, comme on a la même formation à la base, on s'entraidait de part et d'autre, c'est comme plus simple, nettement plus, on va dire, relaxant. Mais donc, on a deux à porter le poids d'une grosse panne. Hein, dans d'autres missions, c'est pareil. Voilà, vous avez ces gros modules qui tombent en panne, il y a des blocs qui doivent se faire pendant la nuit. Bon, on est à deux dépanner, on se sent un peu moins seul. Et effectivement, on doit pouvoir travailler en autonomie, connaître pas mal de choses. Alors, par chance, quand on est tout seul dans des théâtres d'opération, on a différents pôles techniques, des référents en métropole que l'on peut solliciter si jamais on est coincé. En fait, on ne peut pas tout savoir, on peut être pointu sur tout en ayant un panel de matériel énorme. Mais voilà, c'est des choses intéressantes à
gérer. Mais bon, c'est des choses qu'on fait au quotidien, pas sur tous les matériels, et c'est des tâches qu'on fait au quotidien, donc sur ça qu'on matériel, on est vraiment très, très à l'aise. Dans votre carrière, vous avez fait différentes OPEX. Est-ce que Oui. vous pouvez nous en parler un petit peu et nous expliquer en fait ce qu'il y a de différent à chaque fois? Déjà, qu'est-ce qu'il y a de différent quand on est en OPEX par rapport au fait d'avoir une affectation en France classique qui va durer plus longtemps? Et puis peut-être nous parler des différents endroits où vous êtes allés et s'il y avait des spécificités en fonction peut-être des missions ou des endroits. Oui, tout à fait. Donc les OPEX sont des opérations extérieures, donc c'est ce qui se différencie des opérations intérieures qui s'effectuent en métropole. Donc, opérations extérieures, on est forcément à l'extérieur du territoire national et au gré des pays où on peut aller. Pour mon cas, il y a eu l'ex-Yougoslavie, il y avait pas mal de pays d'Afrique, le Liban, l'Irak, la Jordanie, je l'ai parlé tout à l'heure, l'Afghanistan aussi. Tous ces pays-là, donc, déjà niveau culturellement, niveau géopolitique, il y a forcément des données qui sont différentes. Donc certains pays au tout début, comme l'ex-Yougoslavie, bon, il y avait, c'est des missions qui sont très militaires, on est encadré avec des forces à côté, pour le rôle que jouait soit l'OTAN, soit l'ONU pour certaines missions. Donc il y a différents caractères. Donc là-dessus, forcément, il y a des comportements à avoir et comment dire, et des soutiens qui se font pour ces missions-là. Ce sont des soutiens pour les militaires qui sont déployés, qu'ils soient français d'ailleurs ou étrangers. Quand on travaille pour l'OTAN, la structure santé, le service de santé des armées, donc français, hein, est très reconnu au niveau médical. En fait, quand on a une structure santé, les autres armées sont contentes qu'on soit là parce qu'ils connaissent nos qualités de soins et nos chirurgiens, nos médecins et tout ça. Ça, c'est important. Donc, on travaille dans un contexte assez particulier au profit des forces qui sont sur place. Après, le métier en lui-même reste le même, hein, ça reste de la révision de matériel. Et par exemple, on a d'autres missions, comme des missions courte durée, ce qu'on appelle les MCD, qu'on peut faire aux Antilles, qu'on peut faire en Afrique, le Sénégal, le Gabon, par exemple, la Côte d'Ivoire dernièrement. Donc, ce sont des missions où il n'y a pas ça, c'est pas forcément des pays en guerre. C'est pas une mission de l'OTAN. Donc là, on fait du soutien pour les militaires français, d'autres militaires, également de l'aide médicale à la population. Donc là, on intervient sur du matériel qui vont être au profit de différentes personnes. C'est un autre facteur également. Et il y a surtout ce côté, on va dire, un peu plus léger de la mission, dans le sens où il n'y a pas de gros facteurs risques, même si Il y a moins de le danger. risque zéro n'existe pas. Et voilà, d'être comme en Polynésie, par exemple, où il n'y avait pas de risque, on y a un raz-de-marée, je risquais pas grand-chose. Mais non, voilà. Donc, voilà, on y va dans différents états d'esprit. Et puis la durée de la mission. La mission OPEX, c'est entre 4 et 6 mois. Bien souvent, c'est 4 mois. Et les missions très courte durée, on fait des renforts temporaires à l'étranger pour les postes en fait où on développe une petite unité médicale, comme ce qu'on appelle nous un rôle 1, donc c'est juste une infirmerie. Une infirmerie un petit peu plus, avec une petite salle d'urgence, mais rare en plus. Donc là, du fait de notre effectif qui est un petit peu réduit, on n'est pas sur tous ces postes-là. Donc on fait des missions une fois à l'année, donc ça peut être une mission de 15 jours, 3 semaines, 1 mois. Donc voilà, c'est la durée de la mission aussi qui varie suivant le type de pays où on va aller ou de mission qu'on va faire. Est-ce qu'à chaque fois qu'il y a une mission du service de santé des armées quelque part, il y a quelqu'un comme vous, un technicien biomédical, qui part aussi pour parer au moindre problème? Ou est-ce que c'est pas forcément nécessaire et à partir du moment où le matériel est révisé une fois dans l'année, ou en fonction d'un timing précis qui doit être respecté, ça suffit? Comment ça fonctionne? Ça se joue en fait à la structure qu'on va envoyer, qu'on va mettre en place. Aujourd'hui, on a des petites antennes de chirurgie, de réanimation, de sauvetage là qu'on envoie. Donc, c'est des petites structures qui sont sous 3-4 tentes. Là, les personnels sont formés au montage de ces équipements, de la tente en elle-même, et ils ont ils connaissent leur métier, hein, des chirurgiens, des médecins et tout ça. Et là, on n'envoie pas de technicien. En fait, on va envoyer un technicien dès lors qu'on a une grosse structure, en principe, ce qu'on appelle un rôle 2, donc c'est un hôpital, et qui devrait contenir au moins un scanner. Un scanner, un module dentaire, parce que, comme je le disais tout à l'heure, on est en effectif, on est assez réduit. Peut-être que si on avait un gros effectif, peut-être qu'on pourrait être partout. Aujourd'hui, c'est pas le cas. Donc voilà, on fait vraiment une belle structure médicale avec beaucoup de matériel pour aussi qu'on ait du travail un petit peu pour tous les jours aussi. Hein. Le but du jeu n'est pas envoyer des militaires pour ne rien faire non plus, même si on peut avoir d'autres tâches à côté. Mais voilà, donc C'est quoi les autres tâches que vous pouvez avoir à côté?
Bah, disons on reste militaire. Donc, comme dans mon parcours, là, en tout début de carrière, je suis parti en bataillon médical. Donc, après mes examens techniques, donc c'était sur la localité de Vannes, en Bretagne, où j'ai fait pendant 2 ans adjoint chef de section. En tant que militaire, on a des diplômes militaires et on peut être amené à encadrer ben, enfin, forcément des jeunes, mais on encadre des jeunes dans différents domaines pour l'apprentissage de formation militaire, de la topographie, du tir, voilà, plein de choses comme ça. C'est des choses qui sont dans notre statut militaire, on peut former des gens ou faire des licences de sport ou autre. Donc ça, c'est en plus de notre métier, c'est ce qui nous différencie forcément du domaine civil, où il n'y a pas ce volet-là en fait de la carrière. Mais bon, ça reste intéressant, même si c'est pas forcément le pourquoi on s'est engagé dans l'armée, par exemple. Et du coup, vous en parlez là et vous dites, ceux qui sont militaires peuvent faire ça à côté. C'est parce qu'en fait, votre métier, il peut être exercé soit sous statut militaire, ce qui est votre cas, Tout à soit fait. en tant que civil. Donc, vous Oui, avez des collègues qui font le même métier que vous, dans les mêmes endroits que vous, en France, je précise, pas en oui, contexte, en tout à France, fait. Ouais. et qui ont un statut civil. C'est Tout possible à aussi. fait. Oui. Il y a différents statuts. Donc, il y a le statut d'ouvrier d'État, il y a le statut de technicien supérieur de fonctions. Donc, ce sont des gens qui effectuent de la maintenance également, comme nous, dans les ateliers. Par exemple, à l'ECMSSA, enfin, sur le site de Chanteloup, près d'Orléans. C'est un site militaire, mais on a 60% de personnel civil. Alors, je ne dis pas que c'est tous des techniciens, mais je veux dire, dans le service de santé, c'est pas comme un gros régiment où il y a 100% de gens qui sont habillés en kaki. On a des personnels civils. Et donc, du côté de la maintenance, on a des personnels civils, armés comme vous le disiez, surtout au niveau de la métropole. Ils peuvent faire certaines missions pour les techniciens spécialisés, comme ceux qui travaillent sur le scanner, sur des modules techniques, comme j'ai dit tout à l'heure, dans des pays qui ne sont pas, alors pas forcément en guerre, mais où il n'y a pas de risque. Donc, par exemple, j'ai des collègues civils qui vont faire la maintenance à Djibouti sur la structure hospitalière qui est montée là-bas. Ils vont également dans les Antilles, en Nouvelle-Calédonie, voilà. Donc il y a des choses qui se font également. Donc en tant que technicien civil, mais effectivement, ils n'auront pas la chance d'aller sur des théâtres d'opération, donc des choses un petit peu particulières, un peu comme les sociétés privées. Hein. Les sociétés privées ne sont pas habilitées Bien sûr. à faire de la maintenance ou faire du montage d'équipement. Question, là, vous êtes en treillis. C'est Oui, c'est dans cette tenue-là que vous travaillez tous les jours ou vous avez une tenue oui, tout à différente? fait. Non, 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 en tenue, enfin, voilà, en plus c'est pratique hein, en atelier. Disons qu'en atelier, même si aujourd'hui je n'exerce pas forcément dans un atelier, je pourrais dans une autre tenue, en tenue, enfin, pantalon bleu, chemise blanche, mais et d'une part praticité, je suis toujours en treillis, mais c'est vrai que en, comment dire, en atelier, en treillis, parce que oui, forcément c'est très pratique et c'est notre Et tenue de travail de tous les jours. Et en et les mission, là, c'est la non-militaires? même. Non, ils sont en tenue, les non militaires sont en civil, tout à fait. Ouais, oui, non, après, non, enfin, sur Orléans, il y a pas de tenue dédiée, mais dans les HIA, par exemple, ils ont des fois une veste ou un polo avec le nom de l'hôpital, un HIA, hôpital Institution des Armées. Donc, là, il peut y avoir des polos, des tenues pour différencier un peu les cellules biomédicales, mais bon, comme ça se fait dans des boîtes privées également, Bien sûr, pour bien sûr. distinguer un petit peu. Mais non, sinon, il n'y a pas de tenue imposée pour les personnels civils. Et donc vous disiez, c'est plus le métier que je fais aujourd'hui. Est-ce que vous pouvez nous partager ce que vous faites aujourd'hui concrètement? Oui. Donc, ouais, donc j'ai fait bon, pas mal de maintenance, pas mal d'affectation. J'étais en atelier et même sur Orléans, dernier atelier que j'ai géré. Et donc aujourd'hui, là, donc je suis parti d'une cellule donc qui s'appelle le Centre de développement capacitaire opérationnel, une série santé, donc qui a pour but en fait de prévoir pour d'ici, enfin, les années futures, 2025, 2030, avec les différents horizons, les futures dotations, les futurs ensembles qu'on va envoyer en cas de conflit sur n'importe quel type d'opération, même pour nous, si la France était en guerre, admettons. Donc on est plusieurs spécialistes, entre guillemets, plusieurs anciens, enfin, on utilise un petit peu ces compétences-là pour pouvoir établir voilà, les futures structures médicales, donc le futur post médical, le futur
donc, enfin, le futur bloc opératoire, les futurs besoins. Donc, on s'appuie un petit peu sur nos retours d'expérience du terrain, et puis bien sûr avec différents groupes de travail, avec mélange des médecins, des chirurgiens, donc là, pas mal de choses. Donc, c'est vraiment une vision un petit peu c'est ce qui se fait au-dessus. En fait, c'est une phase cachée. Nous, aujourd'hui, enfin, en tant que technicien dans les ateliers, on dépanne ces matériels-là dans des structures qui sont déjà faites. Je suis passé donc un palier à côté pour voir comment on fait ces structures, et réfléchir à demain. Puis voilà, c'est des choses qui sont assez nouvelles, intéressantes. Et puis voilà, ça me permet d'avoir un peu plus de stabilité en fin de carrière sur mon affectation, bouger un petit peu moins. Et puis, oui, voir un petit peu autre chose, parce que bon, je ne veux pas dire, toutes quelques années, on n'a pas fait le tour parce que le matériel est renouvelé sans cesse, donc il y a toujours des nouvelles choses à apprendre. Et puis bon, c'est intéressant, mais c'est vrai qu'il faut voir d'autres facettes en fait du métier, donc c'est des choses qui sont intéressantes. Ce que je trouve assez intéressant, c'est que vous êtes arrivé là un peu par hasard, si je puis dire. C'est-à-dire, il y a une opportunité. Vous connaissiez rien au service de santé des armées ou au domaine de la santé. Vous avez appris, vous êtes devenu hyper polyvalent, étant capable de réparer un scanner, un thermomètre, le matériel pour des dentistes. Enfin, c'est extrêmement large. Et puis là, vous évoluez sur un poste où vous êtes un peu spécialiste et dans le cadre d'une équipe pluridisciplinaire, vous allez apporter aussi votre pierre à l'édifice et c'est extrêmement intéressant. Quand on a Oui, préparé, puis, allez-y, excusez-moi. oui, non, non, vas-y. J'allais dire en fait, voilà, en plus, il y a aussi une notion, il y a une hiérarchie en fait au niveau de l'armée. Donc oui, on a nos médecins, chirurgiens, sont des personnels officiers. Nous, on est dans la catégorie sous-officier. On est en lien également avec les militaires du rang, donc, qui sont un subalterne en fait. Et donc on a une vision terrain en fait qui est peut-être on va dire plus terre à terre, on amène des fois des petits détails quand on est dans les conceptions, en disant bah tiens, moi, je voudrais ceci, je voudrais cela, mais oui, mais aujourd'hui, comment vous allez mettre, par exemple, je sais pas, vous décidez de prendre tel et tel matériel, comment vous allez faire entrer dans telle boîte, donc comment vous allez les déployer. Ça, c'est des choses qui ne sont pas forcément à la portée de nos praticiens, parce qu'eux, ils sont là pour travailler sur le matériel, mais demain, ils pourraient être amenés à les mettre en place, comme c'est le cas aujourd'hui dans les antennes chirurgicales. Donc, il y a cette petite notion de terrain, mais vraiment des fois sur des choses très pragmatiques. Donc ça, c'est des choses qu'on peut apporter en tant que personnel de terrain où on connaît pas mal de choses là-dessus. Sans forcément être son domaine médical, mais c'est des choses très pratiques, quoi, des fois. Hein. Tout bête, hein. Tiens, bah oui, vous voulez monter ça, vous voulez un lavabo, mais comment vous allez avoir de l'eau Où est-ce que vous allez évacuer l'eau dans votre lavabo? Je comprends bien que le chirurgien doit se laver les mains, et le lavabo, vous allez alimenter comment? C'est des choses simples des fois, mais voilà, c'est Auquel il faut l'intérêt d'être penser. dans des groupes de réflexion, mais avec des choses des fois très, très basiques. Quand on a préparé ce webinaire, vous m'avez dit qu'à un moment donné dans votre carrière, vous étiez basé en Bretagne et vous avez travaillé au profit de la Marine nationale aussi, dans le fait que dans les sous-marins Oui, nucléaires, lanceurs d'engins qui partent, ils sont équipés de tout à façon fait. à pouvoir gérer un bloc opératoire s'il se passe quelque chose Voilà. sous la mer à un moment donné. Et donc du coup, vous avez eu aussi dans ce cadre-là l'opportunité d'aller voir à l'intérieur de ces SNLE, de vérifier que tout le matériel était en place. C'est Tout à aussi fait. ça votre C'est, métier. voilà, c'est le côté déjà intéressant du service de santé, peu importe le métier qu'on va exercer, c'est qu'on a profit de toutes les armées et toutes les armes. Donc aussi bien l'armée de l'air, la marine que l'armée de terre. Qu'on fréquente plus souvent, parce qu'il y a un plus gros volume en métropole, mais bon là, l'affectation, donc c'était à Brest, hein, la pharmacie magasin du port, comme elle s'appelait à l'époque, qui permettait donc de faire la maintenance de toute la région Taille, on décalait un petit peu quand même vers le centre-ouest également. Ben là, c'était la Bretagne et donc effectivement, on travaillait beaucoup au profit de la marine, que ce soit les bâtiments de la marine. On pouvait monter, on faisait la maintenance de ces équipements suivant les structures qu'ils avaient à l'intérieur, donc des blocs opératoires pour certains, des réanimations, sur des bâtiments de mesure, par exemple, forcément des bâtiments de guerre. Hein. Et donc oui, comme vous spécifiez, les sous-marins nucléaires lanceurs d'engins, donc on n'est quand même pas très nombreux à pouvoir monter dedans. Il faut des Non. autorisations déjà pour aller sur le site. Et voilà, donc c'est d'avoir voir un petit peu déjà le côté là. Oui, ils ont quoi faire parce que le médecin a plusieurs casquettes sur place. Hein. Il peut faire de la chirurgie, il fait de la dentisterie pour parler un peu comme ça également. Donc il a pas mal de cordes dans son arc. Quand ils sont en immersion, les sous-marins, bah, ils sont en autonomie et Mhm.
médecin pour faire face à tout ça. Et donc, on voit un panel de matériel qui est intéressant, un peu plus que ce qu'on pourrait voir dans d'autres établissements du ravitaillement, vu qu'on touche à du matériel de bloc opératoire. C'est quand même pas des choses que l'on voit tous les jours, dans toutes les affectations. Donc Brest avait cet avantage-là, enfin pas toujours, hein, ce poste existe toujours, de pouvoir travailler au profit de la marine, monter donc à bord de ces sous-marins, voir un peu l'exiguïté. Hein, ils sont vraiment dans des petites, c'est des pièces où la table opératoire fait table de consultation. Ça leur sert à préparer leurs choses dedans quand ils préparent le sous-marin avant le départ en mission. Ça leur sert de table aussi de travail. Voilà, il y a pas mal de choses. Là. C'est pouvoir travailler dans les mêmes espaces, mais bon, même pour nous, pour la maintenance, on venait à deux à bord pour faire cette maintenance. Et pour nous, c'était compliqué avec les personnels qui étaient à bord. Donc, voir dans quel cadre ils vivent, on a pu manger une fois à bord. Donc, bien sûr, tout ça se faisait sur place. On partait pas en mission avec eux, bien évidemment. Et, on a pu faire un petit voyage de pas très longtemps dans la rade, le temps d'une maintenance. Bon, ça bouge pas, on était bien déçus. Hein. Après, on est déjà revenu. Bon, ça bouge pas. Mais non, voilà, c'est des choses qui sont à vivre et qui font aussi la richesse de ce métier, de voir un petit peu d'autres choses, d'autres facettes. Et puis, oui, la marine comment dire, des façons de faire qui peuvent être un peu différentes de l'armée de terre ou de l'armée de l'air. Donc, c'est très intéressant culturellement de voir un petit peu toutes ces choses que eux font encore. Ça reste comment on appelle ça? J'ai oublié le terme. C'est pas des rites, mais bon, des habitudes qui sont un peu différentes d'autres armées. Donc, c'est intéressant. Voilà. Merci Eric. Le temps est passé trop vite. Je n'ai même pas vu qu'on a pris plus Oui, de c'est vrai. temps sur la première partie qu'il n'était prévu. Donc, je vous propose de passer aux questions des jeunes. La première question, c'est une question de Joanne qui nous dit qu'elle a fait un BTS technicienne de laboratoire. Elle est actuellement en poste dans un hôpital public en procédure pour un recrutement au laboratoire de l'IHA Percy. Donc, vous avez parlé la tout à l'heure. Percy, oui, d'accord. Elle demande si vous avez des informations particulières à partager sur votre travail avec ce laboratoire qui peut-être pourrait l'aider, j'imagine, dans le cadre de sa procédure de recrutement, ou est-ce que vous recommandez, enfin, est-ce que ça se passe bien? Est-ce que vous l'encouragez à... Oui, tout à fait. Là, chez Apercy, nous, on travaille avec différents personnels. Donc là, c'est technicien de laboratoire, hein, c'est pas la même spécialité, donc c'est pour travailler dans des labos. Nous, on travaille avec des techniciens de laboratoire, dans le biais des diverses missions, notamment où il y a un rôle 2, un bloc opératoire. On travaille avec ces personnels-là. Donc là, c'est un recrutement, mais pour être militaire, hein, c'est ça, ou en tant que technicienne civile? Alors, j'ai pas l'information, Joanne, si vous pouvez dans le chat m'expliquer si c'est pour être Et oui, voilà, sur un statut il y a pas militaire. mal il y a quelques missions. Alors, il n'y a pas beaucoup. Aujourd'hui, on a en opération extérieure avec des structures minimum rôle 2, voire rôle 3, où il y a un labo. Effectivement, on a quelques opportunités de missions pour des techniciens de labo, tout à fait. Donc après, un petit tronc commun militaire et puis une formation sur place. Et oui, la Chia Percy est très bien cotée. Super. On a une question de Joanne. Non, pardon. Non, ça, déjà fait ça vient de passer au-dessus. Donc, on a une question de Hugo, j'imagine, qui est étudiant en école de commerce et qui demande si vous intégrez. Alors, comment intégrez-vous ou anticipez-vous les nouvelles menaces, pandémie mondiale, espionnage, drone, dans la pratique de votre poste ou de votre quotidien? Alors, dans le quotidien, c'est pas trop dans notre domaine quand on fait la maintenance, mais effectivement sur les échelons supérieurs, donc là c'est plutôt au niveau état-major. État-major ou des entités avec lesquelles je travaille, la division opération, qui est sur la direction centrale, par exemple sur Paris. Ce sont des domaines qui sont effectivement pris en compte. Et justement, pour réfléchir, comme je dis tout à l'heure dans mon nouvel emploi, sur les dotations de demain, ce qu'on en verra sur l'état d'opération de demain, c'est des choses, oui, qu'on prend en compte. Donc, pandémie, bon, ça, on fait, comme on a le cas pour le Covid, hein, c'était en 3 semaines, on est quand même parti de rien, et en 3 semaines sur Mulhouse, on avait réussi donc à monter une belle structure médicale et on avait acheté certaines choses, on avait une belle cellule décrite, donc ça c'est des choses qu'on est capable de faire. En tout cas, on l'avait montré en n'étant pas du tout préparé à ça. Aujourd'hui, on a déjà des structures qui sont en place, donc si quelque chose devait se faire, on a moyen de répondre peut-être un peu plus vite qu'on l'avait fait pour le Covid. Et pour d'autres menaces, mais c'est des choses qui sont prises en compte, donc on essaie d'acheter des moyens permettant d'y
d'y remédier ou en tout cas de se prémunir pour ça. On a une question de Anna qui est étudiante en seconde et qui demande Oui. est-ce que vous utilisez des nouvelles technologies comme les drones par exemple pour dépanner des machines? Parce que dans votre métier Alors, justement de dépannage, de maintenance, les nouvelles technologies ont un rôle à jouer. aujourd'hui, là aujourd'hui c'est réfléchi. Par exemple, on est sur les combats de haute intensité, donc avec un engagement majeur de l'armée française, hein, sur un conflit. Les drones, par exemple, oui, sont des choses qui sont déjà réfléchies et pensées pour ramener soit du matériel, ramener des munitions aux combattants qui sont au front, par exemple, même pour nous, services de santé, faire l'apport de ce qu'on appelle des trousses de combat, des trousses de premier secours. Donc, c'est des choses qui sont réfléchies. Après, il faut que on dépend, en fait, nous, on est là pour le soin des soldats, hein, de nos camarades, et on s'appuie sur différents métiers. Donc l'armée de terre, on a différents besoins, les gens qui nous fournissent l'énergie, les gens qui nous fournissent l'eau. Et donc ce genre de support, oui, c'est pas le service de santé qui va s'équiper de drones, ça sera plutôt l'armée de terre. Et oui, c'est des choses qui sont déjà évoquées et pensées, réfléchies, étudiées. Pour l'instant, on n'a pas encore pas de feuille de route encore pour ça, mais ce sont des choses auxquelles on pense. Oui, il faut évoluer. Donc, comme le matériel médical évolue, l'environnement également, et de toute façon, comment dire, les ennemis, entre guillemets, aussi évoluent. Donc, il faut s'adapter également. On a Mélina qui nous vient des Dom-Tom. Bonjour Mélina. Elle nous dit qu'elle est diplômée d'un BTS en bioanalyse et contrôle. Elle veut savoir si on peut rejoindre le SSA en tant que technicienne de laboratoire sous statut militaire. Je pense que oui. Vous me confirmez? Oui, c'est oui, tout à fait. Oui, c'est oui. Elle demande s'il faut avoir une condition physique particulière et s'il y a des sports spécifiques dans lesquels il faut. Alors j'imagine qu'elle fait peut-être référence aux tests pour pouvoir rentrer en Au termes test d'entrée, au test de sélection, voilà, tout à fait. Ouais. Donc il y a quand même un test de sélection qui est fait pour tout engagement, avec visite médicale ou autre, dans le service de santé. Donc, alors pas qu'on est moins bien que l'armée de terre, hein. Moi je fais également beaucoup de sport, il n'y a pas de souci là-dessus. Après, ça dépend de chacun. Dans le service de santé, on est avant tout, on va dire, des spécialistes. Donc ça dépend où est-ce que l'on travaille, que ce soit dans une structure hospitalière ou au sein du ravitaillement médical comme moi. Dans certaines structures, alors on met en avant surtout le côté métier. Alors oui, il y a un test de sélection, mais il n'est pas non plus aussi haut de gamme que pourrait l'être dans la Légion ou dans l'armée de terre, par exemple. On ne va pas demander aux gens de faire 10 tractions comme dans l'armée de terre. Ce sera des choses qui sont un petit peu moins. Mais bon, après, si on veut être projeté en mission outre-mer, on doit quand même avoir des facultés physiques. Alors, c'est pas, on n'est pas tous capables de courir un marathon, on est d'accord là-dessus, mais un minimum quand même pour se préserver soi-même, pour porter secours à d'autres gens aussi. Si on devait, comme à une certaine époque, devoir évacuer un endroit, d'être capable de courir une certaine distance avec pas un gros sac à dos forcément, mais quelques moyens sur soi aussi. Donc il y a un minimum à avoir. Voilà. Oui, voilà, on ne va pas demander de faire des en tant que militaire. Il y a quand même quelque chose. En revanche, si on est moins dans ces sujets-là, si on a un souci, si on n'est pas un athlète, est-ce que du coup rejoindre en tant que civil peut être une solution? Oui, c'est tout à fait faux. Tout à fait, oui, tout à fait. Oui, oui, on n'a pas. Alors, en fait, comme je disais tout à l'heure, on a le volet militaire et les volets techniques. Le volet technique, on a exactement l'équivalent dans le secteur civil ou privé, et la partie militaire fait notre fonction aujourd'hui. Donc, oui, sur le volet militaire, il y a différentes aptitudes à acquérir quand même, que ce soit pas forcément du commandement aussi, mais là, il y a des différentes choses sur lesquelles on est attendu. Et je pense qu'avant tout, enfin, en plus de l'attrait de la tenue et tout ça, voilà, il y a comme un savoir-être ou en tout cas une volonté de vouloir être quelqu'un dans l'armée ou faire quelque chose. Donc, c'est ce qui attire aussi moi. Ma principale envie, c'était de part du pays, être militaire, mais voilà, c'était de voyager, tout ça. Le métier, comme je disais tout au début, c'était pas ça qui m'importait au début. Donc je voulais faire technicien, mais après, c'était pas forcément ce qui était génial. Il y a Daniel qui nous dit, Eric a parlé d'une formation d'une durée de 10 mois. Lui est en train de faire une licence professionnelle en alternance de 12 mois dans le milieu biomédical. Très bien. Donc, est-ce que du coup, il a besoin de passer cette formation de 10 mois ou alors son expertise biomédicale suffira? Ça, c'est la première question. Et la deuxième question, est-ce qu'il y a une formation militaire nécessaire pour entrer au SSA?
Alors, là, les gens les personnels que l'on recrute, en fait, aujourd'hui, pour intégrer, moi, je suis aujourd'hui sous statut MITA, donc j'étais militaire. Donc, MITA, c'est militaire infirmier technicien des hôpitaux des armées. Pour intégrer ce statut sous le grade, donc, technicien super hospitalier, on recrute des personnels avec un niveau Bac+2 dans un domaine technique. DUT, ça peut être en génie électronique, électrique, industriel, maintenance industrielle. Donc, à partir de là, il y a un recrutement qui se fait, il y a un petit passage qui se fait chez nous pour recruter un peu les gens, poser des questions. Et de là, oui, il y aura nécessairement cette formation de 10 mois qui se fera sur le CNSSA à Orléans. Je participe également en tant que formateur, je le fais sur certains domaines. Donc cette formation, oui, elle est obligée de le faire, c'est un tronc commun, c'est pas ce qui est vu non plus dans le secteur, civil, dans les différentes écoles. C'est, comme on en parlait des fois entre nous, on demande un niveau Bac+2. Par exemple, la licence biomédicale pour nous n'est pas un facteur déterminant pour recruter les personnes, parce qu'en fait, il y a différentes choses que l'on voit. Nous, c'est vraiment des choses qui sont adaptées terrain, on voit vraiment un panel de matériel très important. Et pour répondre à la formation militaire, oui, il y a des formations donc, sur ces 10 à 11 mois de formation, ça s'attaque de septembre à juin. Dans ce créneau-là, il y aura 4 semaines qui sont dédiées donc, à la formation militaire initiale, donc la FMI, qui se fait à Rochefort. Donc, c'est 4 semaines où on apprend, j'appelle ça un vernis militaire, parce qu'on avoir simplement des rudiments sur l'armée. On apprend à marcher au pas, on apprend on fait de la topographie, on apprend à tirer. Voilà. Donc, il y a des sites de formation qui sur 4 semaines, qui pour moi nécessite un entretien pour commencer, régulier derrière, et puis une formation auprès des anciens pour compléter cette formation. Et voilà, c'est assez limité. Oui. Par rapport à vous qui aviez une formation militaire avant d'arriver, on est d'accord qu'il n'est pas nécessaire d'avoir une formation militaire avant d'arriver au SSA. Non, arriver au SSA et le SSA va vous donner cette formation militaire. Tout à fait, c'est ça. C'est même dont vous parlez, mais aucune formation militaire n'est nécessaire au moment où vous postulez. Aucune. C'est pas demandé. Génial, merci. Victoire, qui fait un BTS électromécanique. Très bien. Ça, c'est bien pour faire votre métier. Elle demande quelles compétences avoir et acquérir, selon vous, pour intervenir sur des zones en conflit ou suite à une catastrophe naturelle, dans des zones incertaines et dangereuses. C'est quoi les compétences à avoir et à acquérir pour pouvoir intervenir dans ces zones-là? En fait, déjà dans notre métier, on doit pouvoir travailler donc, en autonomie et tracer, pas de nature stressée non plus, parce que là, on doit pouvoir faire face à différentes éventualités. Comme je disais tout à l'heure, on part sur un appareil en panne, donc finalement, on en a 12. Il ne faut pas s'effondrer non plus. Après, déjà, en engagement sur un théâtre, donc c'est pas nous qui décidons, c'est le service de santé ou ce sont les états-majors qui disent bon, on va faire une mission humanitaire à tel endroit. Voilà, donc ça dépend, c'est pas nous qui décidons. Et pour pouvoir intervenir sur ce type de théâtre ou des théâtres en conflit, oui, voilà, pour nous, on est un maillon d'une chaîne. Donc, il y a les gens qui font je prends l'exemple de la Légion ou des gros régiments qui sont là pour faire la sécurité. Nous, on est là pour faire l'entretien du matériel médical au profit de ces gens-là. Et effectivement, donc, on peut être sur des terrains en conflit comme c'était le cas en Afghanistan, comme j'ai pu connaître aussi, mais la majorité du temps, on fait le travail pour lequel on a été formé. Et oui, de temps en temps, il peut y avoir une alerte d'intrusion. Donc là, on va remettre le gilet pare-balles, le casque lourd, on va chercher l'armement, et puis pour parler à différentes autorités. Mais c'est des choses sur lesquelles, en principe, on est en tout cas entraîné ou on a été formé. Et bien souvent, pour ce type de mission-là, comme l'Afghanistan, il y avait ce qu'on appelait une préparation opérationnelle. Donc, on partait quelques semaines en régiment. Donc, c'était le régiment médical à la Pavlov, pour refaire une petite formation, une petite mise à niveau, parce que nous, on ne baigne pas toujours dedans, comme les grosses compagnies de combat de d'autres régiments, par exemple. Et justement, toujours Victoire qui demande, vous préférez travailler en OPEX ou en hôpital en France? Alors, moi, malheureusement, j'ai pas eu la chance de travailler au sein d'un hôpital, hôpital en France. J'avais demandé, c'était dans mes souhaits à une époque. J'ai pas pu l'avoir. On ne décide pas forcément toujours de nos affectations. Je ne regrette pas forcément, mais c'est vrai que j'aurais aimé découvrir ça. Donc, moi, je ne peux parler que pour les OPEX. Oui, travailler en OPEX, c'est vraiment un contexte très différent.
plus sans cacher, on a un peu de pays aussi, mais c'est des choses qui ne sont pas négligeables. Voilà, mais c'est vraiment, enfin, moi, aujourd'hui, avec mes nouvelles fonctions, j'essaie de partir tous les ans et demi, sur des missions très courtes, même 15 jours, même 3 semaines. C'est vrai que ça aère quand même, on voit d'autres personnes, où on travaille dans un autre contexte, au profit d'autres gens aussi. On profite de la météo, hein, qui est des fois bien souvent plus clémente, hein, quand c'est en Afrique par exemple, et voir d'autres populations, voir d'autres façons de vivre aussi. Donc ça permet d'élargir un petit peu son esprit dans différentes choses comme ça. Alors oui, on ne peut pas toujours de toute façon en opération extérieure, donc on est obligé de revenir donc, en métropole pour travailler, pour exercer, mais on peut faire aussi, comme j'ai pu le faire aussi au Sénégal, un séjour de 2 ans par exemple, pendant ma carrière. Donc là, voilà, on profite du beau temps, on est avec la famille en plus. Donc c'est un petit plus quand même qui est intéressant, c'est de pouvoir partager des choses qu'on a pu, enfin, qu'on découvre nous-mêmes, hein, voir d'autres populations autres, ça reste quand même, c'est une mission, on part tout seul. Donc là, les séjours à l'étranger en famille, c'est des choses qui pour moi sont intéressantes au moins à montrer soit son conjoint ou conjointe et ses enfants, si on en a aussi également. Je pense que c'est un petit plus aussi. Ok, merci beaucoup. Alors là, j'ai plein de questions qui s'enchaînent. Déjà, vous nous confirmez que un BTS pour faire votre métier, c'est bon. Vous avez dit bac plus 2, donc que ce soit C'est BTS, le niveau DUT, requis, tout à fait. c'est le niveau qui est requis. Donc Tout Maya, à pour fait. toi, tu as l'information. Il y a Luc qui nous dit qu'il a un BTS, enfin, ou qu'il est en BTS, pardon. Il a une question par rapport à ce que vous expliquez de votre expérience passée. Est-ce que le SSA est très sélectif? Et est-ce que c'est facile de rejoindre le SSA? Pour faire ce métier-là, hein, j'imagine. Oui, J'imagine. c'est facile en fait. Bon, je l'ai pas précisé non plus. On est en sous-effectif nous aujourd'hui dans cette spécialité-là. On n'est pas du tout en cible. Tous les ans, forcément, des gens partent. D'autres préfèrent faire une carrière courte, d'autres des carrières longues. Donc oui, donc du recrutement, on a de la place. Là, nous cette année, on est en train d'en former 5. L'an dernier, on n'a formé personne. On a personne qui s'était présenté ou en tout cas n'ont pas été retenus. Donc, comme je le disais tout à l'heure, bon, ok, on a le niveau, on est bac plus 2, on vient faire un entretien pour juste avoir quelques questions. La personne déroule un petit peu son curriculum, nous explique pourquoi est-ce qu'il voudrait venir sur la santé, on pose quelques petites questions pour voir si c'est l'art de coller. Alors, il est vrai que si on n'a que 3 candidats on a que 3 candidats et en principe, par année, on peut en former 6, voire 7, je pense. 7, ça rentre. Si on n'a pas trop de nombre, on ne peut pas dire qu'on est moins regardant, mais si la personne colle, de toute façon, on va le voir hein, sur le complet de sa formation déjà. Si les notes suivent derrière, c'est très bien. Si sur la formation militaire initiale, ça colle aussi, c'est très bien. Et puis après, on apprend le métier sur le tas aussi. Hein. On comprend bien, on voit bien qu'on prend avec un niveau BTS, soit d'électronique, de l'électrotechnique. Il y a des gens qui seront forcément, quand on passe sur l'électronique, un peu moins affûtés sur certains domaines. Et de toute façon, c'est pas gênant. On apprend sur le tas. C'est des procédures que l'on répète, que l'on apprend. Donc, il n'y a pas de difficulté de ce côté-là. Et puis, donc, l'apprentissage se fait par la suite aussi. Et de toute façon, après cette formation de 10 mois, on est mis, enfin, en tout cas, dans le ravitaillement médical, on est mis en atelier. Dans un atelier de 5, 6 personnes. Et donc, pendant une année, de toute façon, on apprend beaucoup au contact des autres. On fait beaucoup de maintenance. On pourrait être projeté, on n'est pas projeté tout de suite. Ce qui se comprend bien, ce qu'il faut pour acquérir une certaine autonomie et voir si on est vraiment à l'aise en travaillant seul. Vous nous avez parlé tout à l'heure d'une situation où il y avait un problème d'électricité quand vous étiez en OPEX. On a Luc qui demande si vous pouvez nous raconter une autre situation d'urgence dans laquelle vous vous êtes retrouvé à cause d'une panne de matériel. Oui, tout à fait. Bah, c'était pendant un bloc opératoire où alors je ne sais plus comment j'étais contacté, soit téléphone ou quelqu'un est venu me chercher dans ma tente ou là, mon immeuble de vie pour me dire bon, il y a un souci, on est au bloc opératoire, il y a quelqu'un dessus. Alors, je précise quand même qu'en théorie, on n'est pas censé intervenir quand il y a quelqu'un dans un bloc opératoire. En principe, on fait la maintenance ou que ce soit préventif ou curatif. Pareil, personne sur l'appareil, on ne sait pas ce qui pourrait se passer. Quoi qu'il en soit, j'ai été appelé pour juste un test, pour voir un petit peu, pour essayer de comprendre. Parce qu'en plus, il y a des pannes qu'on peut voir que in situ, en fait. Et donc, il y avait un patient branché sur un ventilateur d'anesthésie, donc il était en plein bloc opératoire. Et d'après l'anesthésiste, ça ne gonflait pas assez les poumons et donc il ne pouvait pas
les échanges gazeux, les respirations pour le patient n'étaient pas optimum. Donc je suis allé voir, et puis elle me dit là je vais remettre un peu plus d'oxygène, comme ça tu as un petit peu le temps pour démonter 2-3 trucs pour regarder. Donc voilà, je me suis aperçu en 2-3 temps qu'il manquait une pièce en fait sur le ventilateur qui a dû être mal remontée, ou en tout cas perdue lors du nettoyage par les utilisateurs. Donc sur place, voilà, j'ai un peu à la MacGyver, est-ce qu'il n'y a pas un bout de carton, un bout de film radio qui traîne? Et puis on m'a donné un film radio, j'ai découpé un petit disque pour remplacer un disque en céramique dans un film radio que j'ai remis dans l'appareil, et le bloc a pu poursuivre de bonne manière, justement, en évitant de consommer trop de gaz. Et puis donc à l'issue, on a commandé la pièce qui manque. Voilà, c'est des choses qui sont gratifiantes aussi. Et c'est vraiment magnifique. Il faut une faculté en fait d'adaptation assez rapide, et puis de bien connaître son matériel, c'est important pour pouvoir dépanner au plus vite. Mais je le reprécise, en principe, c'est des choses qu'on ne fait pas de manière régulière. Au départ, je venais juste là pour un conseil, mais comme j'ai vu la panne rapidement, assez simplement, voilà, j'ai pu la solutionner sur place. Mais en principe, ça aurait dû attendre la fin de l'intervention. Et en tout cas, l'anesthésiste aurait augmenté un petit peu les doses pour que le patient ait ce qu'il lui fallait. Et voilà. Écoutez, je crois que ça va être un peu le mot de la fin. On va rester sur cette histoire qui montre en fait plus que l'intérêt en fait de votre métier et l'ingéniosité dont vous avez fait preuve pour permettre justement à cette équipe qui était en plein bloc opératoire avec un patient là allongé et qui avait besoin voilà d'être oxygéné. Pour comprendre concrètement votre métier. Moi, si je devais retenir quelque chose, et vous me dites si je dis vrai ou faux, déjà, c'était une spécialité qui était méconnue de moi, mais je pense sans doute de la plupart des personnes, parce qu'on en entend peu parler, mais qui est hyper riche techniquement et dans toute la diversité en fait d'éléments que vous devez savoir contrôler. Donc on sent que vous devez toujours être à la pointe de la technologie et on sent aussi il y a un côté formation qui est important au fur et à mesure, vous en avez parlé, pour justement rester il y a une formation continue, la technologie et de ces nouveaux matériels qui arrivent, puisque on n'utilise pas les mêmes matériels en bloc opératoire aujourd'hui que quand vous avez commencé votre carrière bien heureusement. Vous l'avez dit aussi, vous manquez de main d'œuvre. Donc il y a beaucoup de postes à pourvoir. Et je crois que c'est au bout de 2 ans que vous pouvez commencer à faire des missions à l'étranger, si je dis pas de bêtises. Tout à fait. Les 10 mois de formation sur Orléans, après, comme je dis tout à l'heure, pour les gens qui sont dans le ravitaillement médical, on préconise une année en atelier, et à partir de là, on peut les projeter. D'ailleurs, moi, sur le poste actuel, je m'occupe de cette planification donc des missions, en essayant d'être équitable pour tout le monde. Donc voilà, donc c'est ce qu'on fait. On s'est aperçu avec le retour d'expérience que la personne, il faut qu'elle soit prête, et même quand on est dans de bonnes dispositions, il faut être dans de bonnes dispositions pour une mission, que ce soit du côté professionnel comme du côté personnel. Je veux dire, si on a des soucis à la maison, on a cette chance-là dans Service Santé de pouvoir choisir un petit peu les missions et d'être envoyé, pas être envoyé, d'être désigné sans pouvoir se retourner. Donc, au départ, on prend que des volontaires aussi pour les missions. Voilà, donc il faut être dans de bonnes dispositions, mais surtout aussi. Et donc ça, c'est intéressant. Et le dernier point que je retiens, vous avez parlé tout à l'heure de votre statut, qui est MITA, donc si vous me rappelez ce que ça veut dire, c'est militaire, non. Infirmier technicien des hôpitaux des armées. Des hôpitaux des armées. Ça, en fait, c'est comme un groupe qui renferme pas mal de spécialités au sein du service santé. En fait, c'est un statut qui a été créé pour il y a pas mal de gens, des infirmiers notamment, il y avait des médecins, des infirmiers, il y avait des différentes spécialités qui étaient gérées par un militaire au profit du service de santé. Le souci, c'est que le service de santé ne pouvait pas les gérer. C'est-à-dire qu'en tant que dans l'armée de terre, on était muté tous les 6 ans. Donc, on était sur un poste et au bout de 6 ans, l'armée de terre dit à lui, en fait, je l'envoie là-bas. Donc, pour le service de santé, ce n'était pas forcément idéal. Donc, pour pouvoir récupérer des spécialistes, donc il y a pas mal de spécialités, même les techniciens de labo notamment, les techniciens vétérinaires, qui étaient issus de l'armée de terre initialement aussi, donc ont été récupérés sous ce statut militaire. Et par rapport à la fonction publique. Exactement. Et je crois que la grille indiciaire, justement, de ce statut MITA est calée sur celle de la fonction publique hospitalière. Et donc, du coup, ça aussi, c'est un point important. Et vous l'avez dit tout à l'heure aussi, en tant que militaire, quand vous partez en OPEX, il y a des primes supplémentaires aussi. Oui. Et donc, du coup, c'est aussi un élément important. On n'en parle pas tout le temps, mais ça fait aussi partie des éléments à prendre en considération quand on envisage de postuler
au sein du service de santé des armées. Tout à fait. Et l'avantage d'être sous ce statut, hein, donc, enfin, particulier entre guillemets, et donc cette équivalence avec la fonction publique, permet pour ceux qui désirent de faire une carrière courte, de pouvoir retrouver un emploi issu, enfin, c'est transposable assez facilement, hein, contrairement à un tireur sur Charles Leclerc, où là, bon, ben, dans le civil, c'est compliqué, et même sur les hélicos. Hein. Voilà, donc c'est l'avantage aussi. Il y a un peu de tout, Voilà. on comprend. On peut faire des essais, une petite carrière courte, une carrière longue, une dizaine d'années, quinzaine d'années, 30 ans, mais il y en a pour tout le monde, tout à fait. En tout cas, merci infiniment, Eric, pour la richesse des échanges qu'on a eus et pour toutes les informations que vous nous avez données. Je m'excuse si je n'ai pas pu poser votre question parce que vous étiez nombreux, il y avait de nombreuses questions ce soir. Ce que je vous propose, c'est si vous avez des questions qui n'ont pas été répondues ou si vous voulez creuser davantage, n'hésitez pas à aller échanger avec les ambassadeurs du service de santé des armées qui sont présents sur My Job Glasses. Si vous restez connecté, on va vous connecter directement à eux. Et puis, bah, on revient bientôt avec un nouveau métier au sein du service de santé des armées dans le cadre de ce webinaire, de cette série de webinaires à la découverte du service de santé des armées, histoire de vous faire connaître toutes les opportunités de rejoindre le service de santé des armées en tant que soit militaire, soit civil, puisque vous allez le voir, il y a énormément d'opportunités à la fois en statut militaire et en tant que civil. Voilà, je vous souhaite une excellente soirée à tous. Merci encore Eric d'avoir été avec nous. Merci, merci à tout le monde. À très bientôt. Au revoir. Merci, au revoir.